L'or est la chair des dieux, la sueur du soleil, la puissance des rois. Au cours des siècles, ce métal précieux par excellence a revêtu bien des significations, parfois très différentes. Mais il a toujours été paré d'une aura merveilleuse. Il a partout provoqué des actions éclatantes et parfois suscité des passions dévorantes. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. C'est l'or de se réveiller. L'histoire de l'or est une véritable épopée, parfois écrite par d'étonnants collectionneurs et toujours jalonnée de chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie. Cet art, dont le nom vient du latin aurum faber et qui désigne le travail de l'or. Et le fascinant pendentif du dieu fleuve est l'un de ses chefs-d'œuvre. Un bijou façonné dans l'Antiquité par les orfèvres étrusques et qui a ébloui et même bouleversé la vie d'un collectionneur de légende. 1863, au musée du Louvre à Paris. Un homme, fixe, songeur, un bijou d'or dans une vitrine. Il est un peu voûté, une barbe mange ses joues, ses vêtements sont usés. Il a l'air mal en point, pourtant, il sourit. Cet homme, c'est Giampietro Campana. La vie est souvent perçue comme une ligne, un chemin qui monte ou qui descend, une histoire d'ascension ou de chute. Giampietro Campana, lui, a tout connu. La gloire et l'infamie, la fortune et la ruine. Il a côtoyé des princes, vécu dans des palais, mais il a aussi subi l'humiliation et dormi en prison. Pourtant, il sourit, car pour lui, la vie n'a plus aucun secret, et ce, grâce au bijou qu'il a sous les yeux. Alors ce bijou est peut-être le chef-d'œuvre de la joaillerie étrusque. On peut comprendre l'émerveillement et la fierté de Campana devant une telle œuvre. Paul Paradis, historien de l'art et professeur à l'École des Arts Joailliers. Seulement 3,6 cm de hauteur. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce bijou? On voit le visage apaisé d'un dieu fleuve. Achéléus, c'est vraiment le dieu fleuve qui se transforme dans la mythologie. On voit sa barbe et sa crinière et sa tête qui sont représentés dans des petites sphérules en granulation. On voit des perles d'or aussi. On voit ses oreilles en or martelé, poli. Ce mi-homme, mi-bête, ses oreilles de taureau, la corne qui manque après sa lutte avec Héraclès. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir le visage très vif de ce taureau en or. L'or qui est très poli pour ses joues, pour ses oreilles. L'or qui est martelé, soudé. Il y a une myriade de techniques, c'est très poétique comme approche. Toujours penché sur la vitrine du musée du Louvre, Giampietro Campana repense au poète grec Sophocle qui écrivait « Achélos était tantôt un vrai taureau, tantôt un serpent au nœud luisant, tantôt un homme, mais au front orné de cornes avec une barbe d'où jaillissaient des fontaines d'eau vive. » Achélos est le dieu de la métamorphose, et pour le représenter, les Étrusques ont choisi le matériau le plus adéquat, l'or. Dans le reflet de la vitrine, Campana se revoit 30 ans plus tôt, découvrant avec son ami le bijoutier Castellani la virtuosité technique et la fantaisie de ce bijou d'exception, tout juste exhumé dans une fouille archéologique. Castellani lui disait « Nous voyons sortir aujourd'hui des nécropoles oubliées de l'Étrurie et de la Grèce l'or travaillé avec une perfection que tous les raffinements de notre civilisation non seulement ne peuvent imiter, mais dont il ne saurait même expliquer théoriquement la méthode. » L'art joaillier des orfèvres étrusques,
C'est vraiment spectaculaire. Inesita Gay-Ekel, historienne du bijou et professeure à l'École des Arts Joailliers. La face est couverte de granules d'or excessivement fins et réguliers. Et les cheveux sont imités avec des fils d'or tournés en spirale et terminés au centre par un petit grain d'un quart de millimètre par grain. Et les gens demandent, mais ils n'avaient pas de microscope. Comment est-ce qu'ils faisaient cela? On ne sait pas, c'est un mystère. Il y a beaucoup au sujet de la couture et tout ce qui est mystérieuse. Vraiment, il y a un microcosme dedans, créé par des gens il y a 2600 ans, 2700 ans, et on ne sait pas comment. Ce bijou aux 1000 facettes, c'est lui, Giampietro Campana, qui lui a redonné vie. Il avance la main, la vitrine lui fait obstacle. Il soupire. L'homme se redresse et observe autour de lui. La vaste salle du Louvre est pleine de bijoux d'or scintillants et finement filigranés. Colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Mais aussi d'objets en terre cuite, bronze, verre, faïence et argent. Un nouveau sourire teinté de nostalgie se dessine sur les lèvres de Campana. Jadis, tous ces trésors étaient à lui. Orphelin à 15 ans, héritier de la charge de directeur du Mont de Piété à Rome, il s'était lancé très jeune dans les fouilles archéologiques autour de cette ville éternelle, et notamment dans la cité étrusque de Cerveteri. Sa passion était telle que les chefs-d'œuvre antiques s'étaient rapidement accumulés autour de lui. Des vases peints, des statues de divinités ou encore des urnes funéraires gigantesques, comme le fascinant sarcophage des époux. Parfois, lorsqu'il ne savait que faire des fragments retrouvés, il les assemblait pour recréer des objets de rêve, comme pour la Vénus pudique, façonnée à partir de 4 statues différentes et qui semble à présent l'observer dans cette salle du Louvre. Son musée personnel avait acquis une telle notoriété que le pape Pie IX, suprême honneur, l'avait lui-même visité. Le Saint-Père avait même fait de Campana un marquis. Mais les vicissitudes de la vie sont parfois inévitables. En fait, le marquis de Campana, c'était un touche-à-tout. Il était passionné de beaucoup d'art. Et en fait, il était victime de sa passion. Comme il travaillait pour le Monde de Piété, il a commencé à détourner les fonds et utiliser les fonds propres pour faire des achats. Et il va se faire dénoncer. Et en 1857, le procureur va venir le chercher sous la protection des gendarmes. Le pape Pie IX s'est montré clément. La peine du marquis a été commuée à un exil perpétuel en échange de la cession de tout son patrimoine au bénéfice de l'État pontifical. Donc la collection Campana va disperser en vente et va attiser la convoitise des têtes couronnées comme la reine Victoria, le tsar de Russie Alexandre II et Napoléon III, l'empereur de France. Giampietro Campana arpente les salles du Louvre, pensif. Rome lui manque. Hélas, ce n'est pas le Tibre qui coule sous ses fenêtres aujourd'hui, c'est la Seine. Car c'est finalement l'empereur Napoléon III qui, après la chute de Campana, avait acquis l'essentiel de sa collection dispersée aux enchères. Cette collection, conçue comme un témoin de la grandeur de l'Italie, était devenue un instrument dédié à la grandeur de la France. Et les trésors de Campana étaient en de bonnes mains. Inaugurant cette collection unique au monde, Napoléon III, lui-même féru d'antiquité et d'archéologie, avait déclaré « Les artistes seront ravis de rencontrer, quand ils croyaient tout épuisé, cette incroyable abondance de motifs nouveaux. Ils seront charmés surtout de la grâce, de l'aisance, de la simplicité avec laquelle ces motifs sont traités. Ils sentiront partout une liberté qui se communiquera à leur esprit, une force qui les pénétrera, et ils s'en trouveront rafraîchis et renouvelés. »
Se détournant des remous de la scène, Campana jette un dernier regard à la vitrine où trône le pendentif d'Achélos. Finalement, aucun destin n'est immuable, ni celui d'un homme, ni celui d'un bijou d'or. On peut parfois les croire enterrés, voués aux enfers. Ils trouvent pourtant toujours un chemin pour rejaillir vers la lumière. Quand je vais au Louvre, je remercie pauvre Monsieur Campana pour avoir perdu sa collection et aussi Napoléon III pour avoir tout acheté. Parce que sinon, tout aurait pu être dispersé aux 4 vents. Les bijoux d'or étrusque peut se trouver dans la collection Campana du Louvre. Aujourd'hui, on peut trouver un exemple de l'inspiration de ces œuvres dans le travail de Daniel Brush, célèbre orfèvre américain qui a trouvé son inspiration originelle dans une œuvre étrusque qu'il a vue, petit garçon, devant cette œuvre dans le Victoria and Albert Museum. Donc, nous espérons que les joailliers de l'avenir vont continuer à s'inspirer de ces œuvres. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Avec la participation de Inesita Gaekel, historienne du bijou et professeure à l'École des Arts Joailliers, et Paul Paradis, historien de l'art et professeur à l'École des Arts Joailliers. Écrit par Martin Kénéan et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.